Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. L'invité politique et parlementaire est l'un des ténors des Républicains. Bonjour Luc Châtel. Nous allons évidemment balayer ensemble l'essentiel de l'actualité politique. Est-ce que vous avez été quand même surpris par le score d'hier à l'Assemblée ? Surpris. Il y a beaucoup de gens qui disaient hier matin, finalement, c'est pas sûr. Non, j'avais au début de la semaine estimé le rapport de voix, en tout cas au niveau du groupe des Républicains, à peu près à ce qu'il a été hier. Si vous voulez, l'événement quand même important, si on sort un peu de ce débat d'échéance de nationalité et de réforme constitutionnelle, l'événement politique d'hier, qui est la révélation du scrutin d'hier, c'est qu'il n'y a plus de majorité. Parce qu'on parle beaucoup du vote des Républicains, mais excusez-moi, une majorité, elle est censée voter un texte de son gouvernement. Or, qu'a révélé cette séquence interminable sur la réforme constitutionnelle, c'est une forme de cohabitation, une forme de nouvelle cohabitation entre un gouvernement affaibli et une majorité émiettée. Hier, François Hollande, il en tire comme conséquence que c'est une victoire pour lui, alors que c'était pas gagné à l'avance. C'est extraordinaire. Et en même temps, il se propulse dans les deux grandes chaînes françaises pour en tirer le bilan et annoncer le remaniement ou le commenter s'il a lieu dans la journée. Donc il n'a pas vraiment la même lecture que vous. Oui, il ferait bien de regarder les résultats du vote d'hier, notamment quand il va composer son gouvernement aujourd'hui et quand il va fixer le cap, je l'espère, de la feuille de route de ce gouvernement. Ce que je constate, c'est que le débat va maintenant aller au Sénat, et le Sénat va faire son travail. C'est le bicamérisme est à l'œuvre, donc nous verrons. Et réintroduire donc les binationaux dans le texte. Mais est-ce que fondamentalement c'est utile maintenant de jouer cette guerre de tranchées Je crois que c'est pas une guerre de tranchées. Moi j'ai voté. C'est une logique de la vie parlementaire, mais est-ce que c'est vraiment utile de prolonger encore le débat d'un mois ? C'est au président de la République qu'il faut demander ça. Ça fait 3 mois qu'on est sur un sujet qui n'intéresse pas les Français, qu'il considère comme subalterne, et qui a montré une classe politique qui se divisait sur des phrases, des bouts de phrases, des allers-retours du gouvernement. Moi, à Chaumont, on me parle pas de la déchéance de nationalité, je vais vous dire, Guillaume Durand. Alors, nous sommes cohérents avec nous-mêmes, donc c'est ce qui a guidé, moi, mon vote hier. Nous avions, à plusieurs reprises, annoncé que nous étions favorables à la déchéance de nationalité. Comme l'a dit Christian Jacob hier, l'immense majorité des députés républicains est favorable à la déchéance de nationalité. Donc, moi, je trouvais cohérent de voter oui, plus que de rentrer dans les détails juridiques, les aspects qui sont respectables et qui sont réels, mais qui, à mon avis, sont secondaires au regard de l'enjeu politique et de la situation en matière de sécurité du pays. Vous avez vos frondeurs, François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais vous aussi, vous avez connu à l'intérieur des gens qui ont combattu ce texte, qui sont allés devant le bureau politique pour s'expliquer. D'abord, ce ne sont pas des frondeurs. Je rappelle que nous ne sommes pas au gouvernement. J'ai compris que François Hollande avait besoin de nous aujourd'hui, tellement sa majorité était affaiblie. Mais excusez-moi de rappeler une vérité, nous ne sommes pas au gouvernement. C'est pas les Républicains qui ont déposé ce texte. Et sans doute, aurions-nous été au pouvoir, nous n'aurions pas déposé ce texte de réforme de la Constitution. Nous aurions agi différemment. Donc, c'est François Hollande qui a pris l'initiative de cette réforme constitutionnelle. Il y a un moment où ensuite, vous réagissez en conscience en tant que parlementaire. Voilà, donc il y a une majorité des parlementaires républicains qui ont réagi en conscience sur l'aspect de la cohérence politique. Puis il y a une autre partie des députés qui a considéré que l'argument juridique prévalait et ils ont préféré ne pas voter. Pour Nicolas Sarkozy, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la contestation Fillon-NKM était aussi une contestation de la ligne Nicolas Sarkozy. Écoutez, il y avait eu déjà une clarification au bureau politique au début du mois de janvier. Je rappelle qu'il y avait eu un vote en bureau politique sur le principe oui à la déchéance de nationalité pour les binationaux. Il y avait eu une très nette majorité qui s'est exprimée, je crois que c'était 52 sur 58, quelque chose comme ça. Donc hier, il y a eu en quelque sorte confirmation de cette ligne-là, même si il y a davantage de députés qui ont voté non. Globalement, il y a eu cette confirmation. Je dirais encore une fois, c'est la cohérence politique qui a prévalu. Mais pas apporter de commentaire à la situation justement de ces frondeurs internes, toi, Fillon et NKM qui. Mais moi je les qualifie pas comme des frondeurs. Non, mais c'est pas je vous réponds. Contestation avec fond à terme de primaire. Encore une fois, on n'est pas dans la situation de la majorité. Mais je sais, je n'ai pas dit ça, mais on peut parler de votre camp 3 minutes. Oui, mais parlons-en. J'en parle très librement. Il y a pas de sujet tabou. Mais la grosse différence,
c'est que à gauche, vous avez un président de la République qui dépose un texte. Sous la Ve République, la majorité, surtout pour une réforme constitutionnelle, elle est quand même censée voter la majorité. Sinon, elle n'est plus la majorité. Donc, que constatons-nous ce matin? C'est qu'elle n'est plus la majorité. Voilà. Donc, la différence n'est pas là, c'est très, très nette avec ce qui se passe dans l'opposition. Où là, il y a un débat qui est légitime. C'est un sujet de fond. Donc, c'est normal qu'il y ait des débats entre nous. Vous disiez tout à l'heure, c'est à François Hollande de s'emparer de l'affaire concernant évidemment la suite de la vacation parlementaire, c'est-à-dire le Sénat, puis après la décision finalement de réunir le Congrès à Versailles. Mais vous, par exemple, à titre personnel, est-ce que vous considérez qu'il faudrait s'arrêter dans cette affaire-là? Non, moi je pense que le Sénat doit faire son travail. À quoi ça sert au moment où on fait une réforme constitutionnelle, on doit s'appuyer sur la Constitution. La Constitution, elle prévoit le bicamérisme. Le Sénat a une expérience avec des experts reconnus en matière de droit constitutionnel. C'est normal qu'il effectue ce travail. Est-ce que vous considérez que la présence de François Hollande ce soir, donc TF1, France 2, est un événement ou un non-événement? Non-événement. Non-événement, parce que le président de la République, il intervient régulièrement dans les médias. Il a intervenu aussi bien dans le cadre d'événements d'actualité importante comme de fonctionnement courant de son mandat. Non, c'est pas un événement. Et on n'est pas au bout du vote du texte. Donc ce n'est pas un événement pour moi. C'est pas un événement politique, mais est-ce que vous considérez que finalement sa carrière politique en tant que président de la République s'arrêtera en 2017 et qu'il n'a aucune chance de se représenter? Je le souhaite. Je le souhaite parce que je combats sa politique. Voilà, c'est pas parce que j'ai voté la réforme constitutionnelle hier que je suis devenu un hollandiste. Moi, je combats la politique du président de la République parce qu'elle aboutit au décrochage de la France. Moi, je suis malade à longueur de journée de voir mon pays qui a tant d'atouts, tant de talents, décrocher, se déclasser sur la scène internationale. Voilà, et ben ça, c'est le résultat d'une politique. Celle du discours du Bourget, celle de mensonges devant les Français. Donc, en 2017, bien sûr que je souhaite que la carrière de M. Hollande s'arrête. La question porte, évidemment, c'est encore un débat au sein de votre camp. La question porte maintenant sur la fiscalité et les efforts qu'on peut faire en matière de restrictions fiscales. Vous connaissez le programme qui a été donné par Nicolas Sarkozy aux Échos, et François Fillon dit, dans le contexte international d'aujourd'hui, il n'est pas du tout sûr qu'on va pouvoir baisser les impôts massivement. C'est quand même un des grands sujets de préoccupation de votre électorat, la baisse des impôts. Est-ce qu'il est vraiment possible de promettre plusieurs mois avant la primaire et surtout plusieurs mois avant la présidentielle des baisses d'impôts dans un contexte économique, puisqu'on parle d'une crise économique rampante qui est quand même particulièrement agitée sur le plan mondial? Je veux dire, la question est moins de savoir si c'est possible que de savoir si c'est nécessaire. Dans une entreprise... pour votre électorat, ils le veulent. Dans une entreprise, quand vous avez... Je viens du monde de l'entreprise. Quand vous avez une baisse de votre chiffre d'affaires, eh bien, vous avez une contrainte qui s'impose à vous. Et il faut vous réorganiser en conséquence. Qu'est-ce que vous faites? Vous baissez les dépenses. Eh bien, l'État doit raisonner pareil. Et ça doit être le changement de logiciel, y compris chez nous, les Républicains. Si nous voulons gagner en 2017, nous devons être crédibles. Et nous devrons mettre en œuvre ce qu'appliquent tous les jours les ménages français quand ils ont des baisses de salaire, des baisses de rentrée, de recettes, ou bien les entreprises quand elles ont une chute d'activité. Voilà. Donc, aujourd'hui, la question... Cette restriction du périmètre, c'est aussi une des reproches qui a été fait à Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire de l'avoir promis, de l'avoir suggéré, et puis de ne pas l'avoir fait vraiment. Il y a eu un gros travail, souvenez-vous, comme nous avons été critiqués sur le sujet de la révision générale des politiques publiques, qui a abouti à des réorganisations d'administration, à des suppressions de postes de fonctionnaires. Je vous rappelle qu'on a quand même supprimé 150 000 postes de fonctionnaires en 5 ans. Donc, la baisse c'est des organismes para-étatiques entiers qu'il va falloir supprimer. Il faudra, mais vous savez, beaucoup de pays, les pays qui se sont réformés de l'intérieur, qui ont raccroché au peloton de la compétitivité des grandes nations internationales, des grandes nations sur la scène internationale, ils ont fait ce travail. Le Canada l'a fait, les pays d'Europe du Nord l'ont fait, l'Allemagne l'a fait il y a quelques années. Donc, nous, ce travail n'est pas impossible, n'est pas infaisable. Il nécessite simplement des idées, une pensée claire. C'est la priorité. Et puis ensuite, il nécessite du courage. Et affronter la popularité. Du courage politique. Est-ce que vous considérez que le départ de Laurent Fabius, ce qu'il a annoncé ce matin sur RTL, qui quittait la vie politique, est-ce que ça a une résonance pour vous, le départ de Fabius, cet homme qui a dirigé la France à 38 ans et qui va être président du Conseil constitutionnel? Ou est-ce que là encore, vous diriez c'est un non-événement? C'est pas un non-événement, parce que moi, j'étais jeune étudiant quand Laurent Fabius, j'étais lycéen quand Laurent Fabius est devenu ministre, et j'étais jeune étudiant quand il est devenu Premier ministre. 38 ans.
Donc forcément, presque 40 ans après, c'est quelque chose qui vous marque. En même temps, la vraie question, c'est quel est le bilan qu'on laisse dans l'histoire. C'est ça le sujet. Aujourd'hui, j'ai entendu M. Fabius faire son bilan sur la scène, au ministère des Affaires étrangères. Moi, je trouve que M. Fabius s'est trompé sur beaucoup de sujets sur la scène internationale ces dernières années. Il s'est trompé sur la Syrie, il s'est trompé sur l'Iran, où il a joué au bad boy, au bad cop pendant de nombreux mois avant de valider l'accord, ce qui fait qu'on a eu finalement on a presque perdu sur les deux tableaux. Donc je n'ai pas le sentiment qu'il aura été, exception faite de la COP 21, mais qui dépasse sa personne. Il a dit 260 000 morts, Bachar el-Assad. Alors il y a beaucoup de gens dans votre camp qui veulent ménager Poutine, mais est-ce qu'avec les tirs qui ont lieu actuellement, les bombardements, là aussi il ne va pas y avoir une révision déchirante des alliances souhaitées par une partie de la droite? Parce que Poutine, finalement, il fait strictement ce qu'il veut. Écoutez, ce que je constate, moi, c'est que François Hollande nous avait promis, au mois de novembre dernier, à Versailles, une grande coalition, une grande alliance sur la scène internationale, de reprendre des initiatives. Nous ne voyons rien venir. Aujourd'hui, il y a une espèce de passivité qui est quelque part affligeante pour nous Français qui voulons que la parole de la France porte sur la scène internationale et que elle défende nos valeurs d'universalité et nos valeurs de chères de démocratie et de liberté. Vous souhaitez présider justement l'organisme qui dirige les Républicains. Vous allez vous retrouver face à Michèle Alliot-Marie. Quel est finalement votre argument pour l'emporter sur elle? D'abord, moi, je me réjouis que, pour la première fois, les conseillers nationaux, qui sont les parlementaires du parti, en fait, le Conseil national, c'est le parlement du parti. C'est 2000 personnes, qui sont un peu les cadres, qui sont élus par la base. Et je me réjouis que, pour la première fois, ils votent pour choisir leur président du Conseil national. Ensuite, moi, ce que je souhaite, c'est que... Au départ, on avait l'impression que c'était comment on peut dire, c'est du gâteau pour vous, puis... Non, écoutez, il a toujours été prévu que ce soit une élection, et moi, c'est très bien qu'il y ait plusieurs candidats, mais attendez, on peut pas dire c'est une élection, et puis lever la main par acclamation. Ça, c'est les partis du passé. Voilà. Moi, ce que je souhaite, c'est que le Conseil national incarne un parti politique moderne. C'est-à-dire, c'est pas une chambre d'enregistrement. C'est pas un endroit où on se fait acclamer debout, le petit doigt sur la couture du pantalon. Un Conseil national, un parlement d'un parti, c'est un lieu où on débat, c'est un lieu où on est capable d'assumer de la diversité, mais c'est un lieu où on se rassemble. Il va y avoir la primaire, il va y avoir évidemment des inquiétudes à la base du parti, parce qu'il dit surtout ne vous divisez pas. Le Conseil national, ça doit être le lieu du rassemblement, de l'unité, de l'apaisement. J'ai été secrétaire général du parti dans des moments difficiles, souvenez-vous. Eh bien, c'est l'esprit qui m'a guidé. Apaiser, rassembler, unifier le parti. Dernier point, à 8h28, nous sommes avec Luc Châtel en direct. La candidature surprise de Mélenchon, c'est un homme indispensable à la vie politique française ou c'est un clown? Non, je pense qu'il est sincère avec ses convictions. Je pense qu'il incarne une partie de la gauche. Le problème, c'est que il y a prévenu personne, quand même. Cette partie de la gauche, la tactique ne m'intéresse pas beaucoup. Mais le problème, c'est plutôt chez M. François Hollande, parce que j'imagine que François Hollande comptait que cette partie de la gauche continue à le soutenir. La réalité, c'est que finalement, on revient au vote d'hier. Nous avons une vraie fracture. Nous n'avons plus de majorité. La majorité sur laquelle François Hollande s'est appuyé pour être porté à la présidence de la République et la majorité à l'Assemblée nationale, elle a explosé. Et le même jour, la défiance d'une partie de sa majorité, qui n'est plus majorité, et la candidature de Mélenchon, c'est la démonstration qu'aujourd'hui, nous sommes en cohabitation. Luc Châtel, donc, était notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Merci à vous, bonne journée. Il est 8h29, le rappel des titres dans un instant. On retrouvera Philippe Tesson et les éditorialistes.